Le PFL Nantes, c'est une dinguerie. C'est ce que j'aurais dit si la carte initiale n'avait pas changé. Là, c'est... voilà, du côté du PFL, il y a Abdul qui se retire et Kevin Jousset qui se retrouve sans adversaire. Pas de combat pour lui. Du côté de l'UFC, on a Fiziev qui se blesse et Oliveira qui prend Gamrot à la place. On va un peu parler de tout ça, les différences UFC-PFL à ce niveau-là notamment. Mais aussi du Dana White Contender Series de mardi nuit. Et on va faire tout ça juste après l'intro. Bienvenue chez Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Pousse. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal Unibet.fr. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. Cet épisode est sponsorisé par Onae parce qu'après un gros entraînement, chaque athlète mérite une bonne douche. Onae est la marque de référence pour les gars solides, savon fait à la main à Marseille, bourré d'ingrédients actifs. Toute l'équipe Fight Minds a testé, toute l'équipe Fight Minds a approuvé, toute l'équipe Fight Minds vous le recommande. Cette année, ils sortent leur gamme de parfums inspirés par leurs savons les plus commandés. À l'image de leur savon, c'est sans ingrédients douteux et très plaisant pour vos sens olfactifs et ceux de vos proches. Foncez sur notre lien en description et profitez de 10% de réduction avec notre code FIGHT10. Avant de commencer, petite communication, ça se concrétise pour New York, donc tous ceux qui sont intéressés pour l'UFC 322 le 15 novembre à New York. Si vous voyagez en partageant votre chambre avec quelqu'un d'autre, donc si vous venez avec un pote ou si vous êtes ouvert à partager la chambre, ça tourne autour de 2 000 € pour vol aller-retour de Paris, les transferts jusqu'à l'hôtel, un hôtel qui est à 10 minutes à pied du Madison Square Garden, les places au Madison Square Garden et donc toute l'expérience avec 3 nuits inclus, donc du jeudi au dimanche. Et si vous voulez voyager seul et que vous voulez pas partager de chambre, on est aux alentours de 2300-2400 €, quelque chose comme ça. Donc mettez en commentaire si vous êtes intéressé. Je vais aussi mettre mon adresse mail pour le Fight Mind Experience. On a déjà 3 personnes complètement confirmées. S'il y en a 6 qui viennent, je vais avec également. Ok, Brian. Tout d'abord, un petit mot peut-être sur Gamrot contre Oliveira. Vraiment un chouette combat, je trouve, personnellement. Je suis très content de l'annonce. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, au moment où Fiziev se blesse? On a un peu peur que Charles Oliveira n'ait pas d'opportunité à Rio. Voilà, Gamrot, moi, ça me plaît énormément. Mais écoute, tu parlais de remplacement. Moi, j'étais quand même plutôt confiant sur le fait qu'il trouve un remplaçant pour Charles Oliveira. Ça reste quand même un profil très intéressant, très bien classé, clairement dangereux, mais avec des chemins de victoire. Gamrot. Ouais, bah, oui, c'est bien. Oui, c'est bien. En fait, il y a... Forcément, enfin voilà, j'aurais préféré que Benoît prenne le short notice, tu vois, clairement, tu vois. Ok. Donc il y a eu le petit effet qui se coule. Je sais pas si ça se dit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, c'est vrai que si tu t'attends en tant que fan d'avoir potentiellement Benoît qui prend l'opportunité et que ça chamboule tout et que ça nous fasse parler de ce combat, voilà. Mais moi je trouve que Gamrot, c'est cool pour Gamrot qui a quasi toujours dû regarder derrière lui. Et je pense que ça fait longtemps qu'il veut un combat un peu de renommée. Il en a plus vraiment eu depuis son combat contre Saroukian, si je dis pas de bêtises. Donc moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pour lui. Pour Gamrot, c'est très bien. Clairement, pour Gamrot, c'est très bien. Pour Charles Oliveira, je pense que j'aurais un avis un peu plus tranché une fois qu'on aura fait l'analyse. D'un côté, je me dis, purée, c'est pour se faire mettre au sol et bloquer et tout. Mais voilà, je me rappelle du combat qu'il a fait contre Saroukian. Ouais, je pense qu'il y a moyen et je pense que le fait qu'il soit aussi généreux, on va se régaler, quoi. Ouais, moi, je pense que franchement, je vois pas le combat devenir ennuyeux. Charles Oliveira qui rentre toujours dedans debout. C'est un Gamrot qui a des belles combinaisons, qui travaille assez bien debout. On néglige un peu son pied-point, mais il est pas du tout mauvais quand ça reste debout. Non. Et sur l'aspect grappling, peu importe qui initie la lutte, peu importe qui est au-dessus, en dessous, je pense que ça va être très dynamique, ça va beaucoup bouger et ça va être de qualité. Ouais. Et je pense que si on se rappelle le combat, donc Gamrot, Dan Hooker, c'était bien cool. Ouais. Et puis Charles Oliveira, Tsarukyan, c'était bien cool aussi. Donc ces 2 combats-là me font penser que le combat va être très sympa. Ouais. Et en fait, je voulais revenir là-dessus, mais je pense qu'il y a 1 mois et demi, j'avais fait un post sur Instagram en disant il y a personne du top 15 des lightweight qui a un combat prévu. Genre le premier, depuis ce post, il y a qu'un combat qui a été prévu dans le top 15, c'est Charles Oliveira contre Fiziev. Et donc il y a toujours un avantage à des défauts. C'est super chiant quand il y a personne du top 15 d'une division autant en vogue que les lightweight qui a un combat de prévu.
Par contre, quand il y en a un seul prévu dans le top 15 et qu'il y a une annulation, tu as plein d'options. L'UFC, finalement, il pouvait appeler n'importe qui du top 15 pour venir remplacer Fiziev, et c'est Gamrot qui a reçu son opportunité. Donc là-dessus, voilà, ça laissait plus d'options à l'UFC. Maintenant, on va parler du PFL Nantes. On est un peu dans une situation, on va dire, similaire en termes de timing. J'ai l'impression que au moment où Abdul s'est retiré de son combat contre Kevin Jousset, le PFL avait autant de temps pour trouver un remplacement pour son main event que l'UFC n'avait pour Fiziev. Et le PFL n'a pas donné l'impression d'avoir cherché quelqu'un pour remplacer Abdul. Alors clairement, c'est Abdul le Nantois. Donc, la carte était construite autour de lui. Mais je trouve ça dommage pour Kevin Jousset que, en tout cas de l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a même pas eu une recherche de remplacement du côté du PFL. Ouais, c'est vrai. Écoute, alors, on ne sait pas trop ce qui se passe en coulisses. Hein. Peut-être qu'il y a eu une proposition qui a été faite pour Nantes et puis une proposition plus intéressante pour une date ultérieure, tu vois, sur un combat international ou sur un plus gros, enfin un gros nom aussi. Donc, il y a le public qui doit, enfin, il y a aussi un respect tu vois, tu dois penser à Kevin Jousset. Alors clairement, si tu lui fais une meilleure offre un peu plus tard, je l'entends parce que vraiment vas-y. Ils ont remplacé le Nantais par un autre Nantais, tu vois. Il y avait deux Nantais qui étaient prévus sur la carte. Un qui était en main event, l'autre qui était en co-main event. Ouais. Celui qui était en co-main event passe en main event, donc ça va. Mais je pense que tu demandes à tous ceux qui ont pris leur place. Bien sûr. Est-ce que tu aurais préféré le Nantais en co-main event et garder Jousset en main event contre quelqu'un d'autre que Abdul, peu importe l'adversaire, ou juste perdre Jousset? Je crois que 100% des gens vont dire j'aurais préféré avoir Jousset contre. Oui, après il y a le public et puis il y a aussi les combattants, les places elles sont vendues. Je crois que même l'UFC quand les places sont vendues, ils s'en foutent un peu, tu vois. Là en l'occurrence Rio, je sais pas, c'était potentiellement vendu. Et non, je parle de remplacement quand McGregor par exemple a annulé contre Chandler, tu vois. L'UFC a pas montré une volonté à mettre un combat de fou. Ou à rembourser un pourcentage des places. Non, rembourser ça non. Non, mais même tu dis les gars, ok, il y a pas McGregor. Ils ont remplacé McGregor par 2 combats en short notice quand même. Hein. Ouais. Tu sens qu'ils ont fait un effort en disant ok bon les mecs ils ont payé pour voir McGregor annule. Ils ont mis 2 combats. Ils ont mis Alex Pereira contre c'était Alex Pereira contre qui? Jiri 2 et ils ont mis Diego Lopez contre Ortega. C'était ce soir-là? Peut-être. Ouais. Mais je me rappelle que ça a été remplacé par 2 combats et donc tu te dis ok, il y a un genre d'effort qui a été fait. Ouais, mais t'imagines bien que le public qui venait voir McGregor, c'est pas un public UFC, quoi. Il aurait fallu remplacer, je sais pas, par Jack Paul ou un truc comme ça, tu vois. Non, je plaisante. Non, dans tous les cas, effectivement, on connaît pas trop ce qui se passe à l'intérieur, les coulisses, les négociations. Est-ce que ça vient du PFL qui n'a pas su trouver de remplaçant? Ça, on va en parler. Est-ce que ça vient d'une autre proposition qui a été faite à Kevin Jousset? Enfin voilà, Kevin a montré aussi beaucoup d'intérêt dans un potentiel combat contre Baki. Donc, est-ce que à un moment donné, il y a toujours des négociations autour de ça ou ça en est sur le contrat avec le arrêt? Je sais pas, tu vois. Dans tous les cas, sur la question du remplacement, soit ils doivent trouver en last minute un mec qui accepte de venir combattre, et c'est souvent pour l'argent. Soit pour qu'une organisation puisse déplacer un combattant pro en last minute, il faut de l'argent ou il faut, et c'est souvent plus le cas, un potentiel avancé dans un classement existant. Ouais. Dans une catégorie existante. Voilà. Et ça, c'est la grande particularité avec l'UFC. L'UFC a un vrai roster, donc un nombre de combattants assez important, un classement. Et ce classement, je pense que beaucoup de combattants, avant de regarder le chèque, s'ils voient qu'ils peuvent monter dans le classement, ils vont signer. C'est peut-être d'ailleurs une des différences entre UFC et PFL. En général, comme on le dit, tu vas à l'UFC pour d'autres raisons que les finances. Sûr. Les finances viennent avec le fait que tu montes dans les rankings et avec aussi la notoriété que l'UFC te permet d'obtenir, donc plus d'opportunités en dehors. Le PFL, beaucoup de combattants sont attirés par un contrat. Et le ranking vient en deuxième phase. Maintenant, tu vois, je me dis, le budget Abdul, à mon avis, il y avait moyen de payer un remplaçant sans dépenser plus que ce qui était prévu pour la prime d'Abdul. Mais peut-être que le budget Kevin Jousset,
Vu que tu le fais pas comment, ça fait des économies. Ouais, potentiellement. Tu Mais vois? voilà. Après, encore une fois, moi, je suis aussi sur ce truc de l'image que tu vas renvoyer Ah, au ça, clairement. public et aux potentiels futurs combattants que tu veux signer chez toi. Il y a quand même eu toute la phase l'année passée, en fin Ah d'année oui, oui. passée, où leurs stars du Bellator se sont tous plaints publiquement sur Twitter Ah, qui mais même. ternit un peu l'image. Hmm. Là, tu as eu des événements annulés. Tu as eu un PFL, C'est surtout ouais. ça, hein. Tu as des événements qui sont complètement annulés parce que tu as un main event qui saute et puis du coup, on enlève toute la carte. Tous les Hmm. combattants qui se préparaient, tant pis pour eux. Les fans, on les rembourse après, mais voilà. Et là, de nouveau, voilà, tu as un main event, c'est ton main event et bah, tu as un combattant qui se retrouve. On ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses, comme tu dis, mais là, a priori, c'est juste un combat annulé. Et pour un combattant, quand tu es là, tu es peut-être en négociation avec le PFL et une autre promotion, tu vois ça, pas un gros argument pour le PFL. Hmm. Écoute, dans tous les cas, oui, effectivement, au-delà de la paye, au-delà de tout ce qui se passe et dont on n'a pas les détails, si ton combat principal est annulé, imaginons que Kevin ait une proposition financière très très intéressante et que le PFL se dit, mais attends, si je fais venir un gars qui remplace et que j'ai autant à payer et que les gens se déplacent pas, ça va me coûter cher. Mais dans tous les cas, le contrat est remis tu le remets tu remets un nouveau contrat, quoi. Mhm. Donc ils auraient très bien pu proposer à Kevin Jousset une sorte de combat un petit peu de chauffe avec un tarif moins important et, euh, et le conserver sur la carte. Ouais. Clairement, clairement. Mais moi je pense que pour autant, bah, il y a effectivement la question de l'image sur le long terme. Là c'est assez catastrophique pour le PFL Europe. Mhm. Ils n'ont pas de roster, ils n'ont pas de combattants qui ont une grosse volonté d'aller chez eux aussi, tu vois. Ouais. Les gens préfèrent, enfin pour avoir des match-ups intéressants, bah souvent les gens préfèrent se conserver pour les Dana White Contenders, pour l'UFC. Donc ouais. Moi je pense que, enfin bon, ça, on en a beaucoup parlé hein, depuis qu'on connaît le PFL, depuis que moi j'y suis allé à plusieurs reprises pour accompagner Grit. Je t'avais dit hein, dès la Ouais. première fois où j'étais allé, il y avait un gros problème d'amateurisme et ouais. Et c'est ça qui est choquant, c'est que ça, on a l'impression qu'ils mettent pas le focus sur les bonnes choses. Et Ouais. encore, et Bah encore pour écoute, corréler à ça, hier, ils ont fait une annonce du PFL Lyon. exactement. Ah, Non, alors, non, les combats attends, choisis, ok, c'est bizarre. bizarre, Et, oui, et d'accord. l'annonce, mon gars. Vas-y. Attends, donc, t'as le CEO qui a pas beaucoup de prestance sur la vidéo, hein, on va être honnête, c'est un J'ai peu. pas écouté, j'ai juste lu. Ah. Alors, il a pas de micro. Clairement, il y a pas de micro sur lui. Je pense pas qu'ils aient mis un micro shotgun derrière ni quoi que ce soit. Ou Et clairement, peut-être devant. ils ont retouché, je sais pas, mais ils ont retouché la voix Ah avec oui. Adobe AI, tu vois. AI Enhance, ça se reconnaît parce qu'il y a un moment où il y a un mot qui flanche comme ça et je sais, ok, ça c'est retouché par intelligence artificielle. Mettez un tout petit peu de moyens dans votre promo pour le PFL Lyon avec les finales des Europes, avec deux supposés gros combats. Il a pas le CEO, tu vois, il sait pas ce qu'il a dit, tu vois. Mais là, on est d'accord que l'annonce, c'est de dire, bon, on a compris que c'était un peu flou, le PFL, les champions, donc maintenant on met des champions de catégorie. C'est ça, hein? Ah, c'est ce qui Ouais, a été annoncé. Donc en gros, ouais. le format tournoi où personne ne comprend rien, qui est champion de quoi, machin, etc. Mhm. Maintenant, ils vont mettre un seul champion PFL de telle catégorie, et il combattra de combat en combat. Ouais, En tout cas, moi, j'ai et normalement, les vainqueurs de tournoi, c'est les prochains affront, challengers. voilà, les prochains challengers. Alors, euh, il y a quelqu'un qui disait, il aura fallu 2 ans pour comprendre, pour se rendre compte que personne ne comprenait rien, Alors pour que tout le venir monde sur leur un dit. système classique. Ouais. Et ça, je t'en parlais il y a, je sais plus, si c'était mardi ou la semaine dernière. Euh, mais c'est pour et pour les organisations et pour les fédérations. Il y a un moment quand tu arrives dans un secteur, surtout quand tu le connais pas, parce que c'est le cas du PFL, ils sont pas du tout du MMA, hein, faut bien le comprendre. Ouais. Eh bien, tu as la possibilité de dire, ah, je vais tout changer, les gens ils se plaignent, je vais refaire les règles, je vais ci, je vais ça, donc d'être une sorte de ce qu'on appelle en politique progressiste, tu vois. Mhm. C'est intéressant, ça a des avantages, ça fait bouger les choses, ça fait tester, ça fait avancer, tu dois adapter sur le moment. Et puis tu as une autre manière de faire, tu vois, qui est un peu plus conservateur. Ouais. Alors conservateur, ça veut pas dire garder les choses, les vieilles choses, absolument. C'est plutôt dire, ok, qu'est-ce qui est fait? Si on ne l'a pas fait, c'est qu'il y a un problème, entre guillemets, tu vois. Donc d'abord, voyons, testons un petit peu, et puis adaptons.
Alors Ouais, c'est t'as beaucoup une plus phase lent. d'analyse beaucoup plus poussée quand t'es Voilà. conservateur que quand t'es Tu conserves le progressiste. système déjà existant. Ça veut pas dire que tu l'améliores pas, mais parfois c'est effectivement, en politique, les conservateurs, ça avance pas, ça avance pas parce que il faut un petit peu de progressisme quand même derrière. Ouais. Mais voilà, il y a un moment, tu prends ce qui fonctionne, tu regardes l'UFC, tu dis voilà, c'est ça, les gens, c'est clair, ils veulent ci. C'est ce qu'a fait Ares. Ouais. Ares, on a dit, oh, vous avez vu, ça copie. Il s'en est pas caché, Lopez. Il a copié les lumières, les sons, les trucs, tout ce qui fonctionne, UFC, Mhm. et ça cartonnait, il faut l'avouer, hein, les premières Ouais. années, ça cartonnait. Puis progressivement, il a rajouté des petites choses un peu différentes sur, je sais pas moi, n'importe quoi, la typo, les lumières, des trucs, voilà, Le rythme, moi je trouve que le le rythme. rythme à l'ARES, ils l'ont changé par rapport à l'UFC, c'est beaucoup plus... Enfin, en tout cas, quand je commentais, j'étais là, je sais vraiment, t'as le combat qui est fini, il lance le teaser du prochain combat qui dure Ouais. 45 secondes, et puis t'as déjà le premier combattant qui fait son walkout. J'ai trouvé ça cool. L'UFC, tu sais, qu'ils mettent des... Les pauses sont pas exagérées à l'UFC, mais tu te dis, ok, c'est pour que les gens aient le temps d'aller consommer financièrement. Oui, Ares, voilà, ça suivait. Voilà. Et c'est ça, vrai, c'était c'est cool. vrai. Ouais. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que le PFL se plante et fait plein de boulettes, parce qu'ils sont arrivés comme des genre, ouais, on va révolutionner le sport, on sait tout, on sait machin et tout. Et ben non, si ça n'a pas été fait avant, les amis, il y a bien une raison. C'est parce que d'autres ont testé, vous n'êtes pas les plus intelligents, les inventeurs. Non, ça a déjà été testé. Donc, tu es Mhm. obligé de revenir 2 ans après sur un système classique. Et Bah, encore, système classique. Ouais, t'as les ceintures qui sont en jeu, mais t'as encore les tournois. Et moi, c'est ce que je dis depuis longtemps, c'est tu donnes une ceinture au vainqueur du tournoi, et puis maintenant tu vas mettre. Il y avait la ceinture Bellator avant, donc tu avais deux types de ceintures sous la même promotion qui est bizarre. Et maintenant, tu as toujours les ceintures vainqueur tournoi, hmm. et tu vas avoir les ceintures PFL de la promotion. Donne des coupes aux vainqueurs de tournoi. Ouais, voilà, donne des Différencie, coupes, c'est pas compliqué, tu vois. donne juste la place, quoi, à la place de premier challenger, tu vois, Ouais. des trucs simples. Les coupes, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, mais Les tu vois, si tu combattants, les veux, premiers, tu vois. si tu veux un truc visuel, tu fais les coupes à la Pride, tu vois, les méga coupes Oui, d'1 mètre, voilà. là, et Ouais, puis voilà, c'est quelque pourquoi chose que pas. tu donnes aux vainqueurs, ou comme The Ultimate Fighter, tu vois. Tu gagnes The Ultimate Fighter, t'as pas une Ouais, ceinture The Ultimate Fighter, t'as un petit trophée. un petit trophée qui Voilà. va derrière dans les toilettes, ça prend moins de place qu'une coupe, c'est mieux, quoi. Clairement. Après, une coupe, tu peux pisser dedans, tu vois, si tu dois pisser en même temps que ta femme, Si les toilettes ça a sont son bouchées. utilité, mais bon. Enfin voilà, ça c'est la petite parenthèse, mais PFL Europe, clairement, ils doivent revenir sur un système plus classique. Ils doivent ramener un petit peu de nouveau. Il y avait un moment sur les gants, tu vois, un petit peu d'intelligence artificielle, mais bon, c'est passé à la trappe, on sait même pas où c'est. Ils ont juste mis des des petites pochettes dans les gants pour mettre leur future puce qui est jamais arrivé, tu vois, ou je sais pas quoi. Faites des choses simples, que les Ouais. gens sachent exactement. Déjà que le MMA c'est relativement complexe, alors sur les règles, sur les techniques, sur le sport. Alors si en plus tu rajoutes des tournois où tu comprends rien, il faut bac plus 5 pour savoir où est-ce que ça se passe, tu vois. Non, voilà. Ouais, je suis 100% d'accord. Et donc, en fait, c'est marrant parce que c'est la première fois, je pense qu'on fait une vidéo à deux où on crache sur le PFL. Avant, c'était un peu Non. monnaie courante avec John. Euh, je suis content qu'on soit tous alignés là-dessus. Mais c'est dommage parce que il y a vraiment comme tu dis, il y a des choses simples à modifier qui prennent pas Mm. trop d'efforts d'un point de vue organisation, d'un point de vue logistique, d'un point de vue ressources humaines dans ton équipe. Mm. Et ils le font pas depuis longtemps, quoi. Depuis longtemps, ça bouge pas. Et donc, ici, pour continuer, voilà. T'as un main event qui porte un peu ta carte. Il tombe à l'eau. Mm. Le nouveau main event, nous, on l'aimait bien. Je sais que certains le critiquaient, mais Ayoub contre Desmaé, on aimait bien. Malheureusement, Desmaé se retire pour une infection. Ah, c'est Ayoub, infection. c'est une infection, ouais, il a l'hosto. Donc, Et infection. attends, c'est quoi qu'il m'a écrit ils savent pas encore si c'est un staph ou... Ta, 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 ta. C'est où? Hop, hop, hop. Staph ou strepto? Ou quoi? Strepto. Je savais pas ce que c'était, mais bon. Je me dis. Streptocoque. Ouais. On va devoir faire une vidéo sur les infections, hein, parce que franchement, Ouais, j'en ai déjà une sur ma chaîne, allez la voir. Ah ben voilà. Mais franchement, il faut en parler, ça va pas du tout. Les Ouais, c'est infections, clair. c'est une plaie. Donc pour l'instant, à la salle, on n'a rien, mais deux désinfections par jour, beaucoup de douches, enfin la possibilité de se prendre des douches et tout, et puis on est très vigilant. Mais franchement, les combattants, c'est dangereux, vraiment dangereux. Et Super dangereux. Ouais, Ah ouais. Ça peut aller loin. Et, ouais. et donc voilà, on perd un main event. Ouais. On perd
une partie du nouveau main event. Ici, on a Ayoub qui a trouvé un remplaçant, mais je me suis pas trop renseigné sur lui. Apparemment, c'est pas trop mal. Mais en termes d'intérêt, pour moi, c'était plus intéressant contre Desmae. On avait un combat super intéressant, je trouve, entre Adi Güzel et le gars qui a gagné par Spinning Elbow en Belgique, Gustavo Oliveira. Franchement, ce combat, je l'attendais de dingue. Et là aussi, Adi Güzel, on a dû lui trouver un remplaçant. On a pris quelqu'un qui a perdu dans le tournoi déjà. Et donc, au final, ces 3 combats qui étaient méga intéressants et qui, en plus, étaient complétés par un combat que moi j'aime bien, c'est Di Franco contre Mark Ewen. Ça m'intéresse énormément. Il y avait quand même il y a toujours Connor Hughes contre Van Stenis. Il y a Pachela contre Shizov. Maintenant, ces 3 combats sont notre centre d'intérêt presque. Alors qu'avant, c'était bien parce que ça complétait une très belle carte. Mais maintenant, ça a vraiment beaucoup perdu. Ça a vraiment perdu. Écoute, je suis d'accord. Alors, on va quand même essayer de garder un peu de positif. Ouais. On va se concentrer sur les bons combats. Mais oui, je suis entièrement d'accord. Ça pique vraiment fort. Hein. Ouais. On a rajouté Boris Mbarga quand même. Voilà. Mais il est de nouveau favori à moins 550, je pense. Ouais, mais c'est pas moins 5000 comme la dernière fois, non? C'est vrai. Non, j'ai regardé son adversaire. On va en discuter. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que l'adversaire en face, c'est pas mal. Ok. Et je voulais regarder la dernière fois combien il était, mais il était... Ouais, en Belgique, c'était exagéré. On était bien presque à moins 5000, non? Je crois que tu m'avais envoyé sur WhatsApp, mais sur Insta, mais je sais pas si je vais si je vais pouvoir retrouver ça facilement. Ouais. Bon, et on a perdu beaucoup. Pour autant, si vous aimez le MMA et pas forcément que les noms, on a quand même quelques combats intéressants et on va en discuter. Bah vas-y. Ça marche. Bon, alors on commence direct, peut-être par... Attends, voilà, moins 5000, t'as raison, il était à moins 5000, son adversaire était à plus 1200. Donc là, il est à moins 500, il a un combat 10 fois plus compliqué que son précédent. On peut le dire que ça, mathématiquement. Enfin voilà, moins 5000, je disais ça pour la blague, je pensais pas que c'était... Mais c'était moins 5000, tu me l'avais envoyé sur Insta. On commence par qui? Directement par... Celui que tu préfères. C'est quoi le combat maintenant qui te hype le plus ou que tu attends le plus de la carte? Bon, j'en ai plusieurs, hein. Je les ai pas réellement classés. Je t'avoue que Boris, il m'intéresse grandement. Alors peut-être que sur le plan technique, sur le plan sportif, Connor Hughes contre Gino Van Stenis, c'est très très bon à 70 kilos. Ouais. Je pense que c'est peut-être celui qui m'intéresse le plus. Et puis après, toujours dans les 70, t'as Dara Kelly contre Abdoulaev. Ouais, peut-être que c'est ces deux combats-là, sur le plan vraiment sportif. Hein. Darek Kelly, il devait combattre contre Poney aussi. Ça aussi, c'est un... Ah, ça va. Contre Jason? Ouais, contre Jason Poney. Ouais. Je vais commencer par Boris, ça va? Ouais, vas-y. Ok, Boris Mbarga, 6-0, qui affronte le Brésilien Johnny Gregory, qui vient en last... non, il est pas... Non, le combat était prévu assez tardivement. En fait, le combat était prévu... Bon, en fait, c'est ça. Donc, à la place de trouver un remplaçant pour Kevin Jousset, ils ont trouvé un nouveau co-main event. Et donc, c'est autant short notice pour l'un que pour l'autre, parce que ce combat, Boris Mbarga contre Johnny Gregory, a été annoncé il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, 2-3 semaines. Alors, Johnny Gregory, 13 combats, hein, il est à 9-4. Peut-être 10-4, mais il a un combat qui n'est pas éligible pour manque de preuves du fait qu'il y a un combat. Ouais, c'est ah ouais. Non, il est pas. Ah oui, en gros, on sait pas s'il a eu lieu. C'est ça la raison. Non, c'est. Ah, mais en fait, ça peut arriver que tu combattes et qu'il n'y ait pas que l'organisateur pas de vidéo, pas de photo. Ouais. Voilà, et donc c'est des fois l'organisateur fait pas le taf d'envoyer les combats qu'il y a eu, les résultats et les vidéos, et donc c'est le manager qui va envoyer, dire voilà mon gars il a combattu un tel, etc. Si les preuves sont pas suffisantes, s'il y a un doute, c'est ce qui se passe quoi. Ah ouais, attends, parce que c'est juste drôle de faire une digression là-dessus. Donc c'est un événement qui s'appelle le X-Fight Extreme au Brésil. Ils ont fait 3 événements. Ils en ont prévu 4 événements. Ils ont fait 4 événements et il n'y a aucun des combats qui est éligible sur Tapology. Comme si tu as quelqu'un qui a juste inventé une carte
et fait monter des gars, le palmarès de gars grâce à ça, quoi. Premier événement en 2018, puis 2024, 2 événements, et puis avril 2025. Et il y en a aucun. Ouais, tous les combats ont un petit point d'exclamation Tapology. Ah non, sauf le main event de leur avant-dernier combat. Où là, à mon avis, ils ont dû montrer le combat, je sais pas. Il y a suffisamment de documentation dessus. C'est marrant. Écoute, ils ont une page Instagram, hein, pourtant. Écoute, je pense que là, c'est plutôt l'organisation qui a pas fait le taf. Donc peut-être 10-4. Hein. Il sera peut-être annoncé comme un gars qui est à 10-4. Dans tous les cas, pour revenir sur l'adversaire, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Hein. C'est vrai, oui. Boris, c'est un mec qui est monté vraiment très rapidement. Il a combattu dans les 2 catégories, poids lourd et en lourd léger, en light heavyweight. Par contre, voilà, sur les combats, il n'a pas encore été réellement testé. Je pense qu'il a eu un seul combat qui a été... à la décision. Voilà. Non, même pas à la décision, mais voilà. Attends, est-ce que ouais, ça a troisième été... round, c'est ça, contre Kitty, au COF. Ouais, c'était en pro? C'est en pro, ouais. C'est son antépénultième combat. Le 4e, ouais. Non, ouais, Alexis Kitty. Donc celui-là, je pense que c'était vraiment un combat. Alors, il avait beaucoup plus d'expérience que Alexis Kitty, mais c'était un combat, voilà, assez difficile. Mais entre-temps, même sur sa carrière amateur, il a été monté très progressivement, ce qui est plutôt un bon choix, hein, sur le plan. Tout à fait. Sur le plan managérial, je trouve que c'est bien vu parce que c'est une catégorie où il n'y a pas beaucoup de combattants et tu peux faire monter un gars assez rapidement et le placer pour l'UFC. Pour moi, il est déjà prêt pour aller à l'UFC, entre guillemets. Ouais, écoute, quand on parlera du Dana White Contender Series, on pourra parler aussi de manager tranquillement, ça peut être une option. Ça peut être une option, ça peut être une très bonne option, ça fait monter l'image, ça fait monter le personnage. Et donc Johnny Gregory, moi j'ai regardé rapidement, c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout. C'est un lutteur, plutôt lutteur brésilien. Et il a une boxe, il est assez agressif, il vient pour boxer, il vient pas là pour l'argent. Sa lutte est plutôt bonne, et puis son objectif c'est de mettre au sol, de contrôler, de frapper tout simplement. Et ouais, c'est pas mal. Alors, dans sa dernière défaite, c'est le combat que j'ai regardé contre Damian Pinas. Il démarre bien son combat, mais il se crame assez rapidement. Et puis voilà, il perd fin du round, quoi, dans la dernière minute. Mais je trouve ça bien. Je trouve que c'est un bon combat. Je pense que Boris va devoir être méfiant. Il va sûrement devoir défendre la lutte ou défendre une fois dos au sol. Donc moi ça me plaît bien, je t'avoue. Ok, là tu viens de me... J'étais pas encore allé regarder Johnny Gregory, et donc tu me motives bien à le regarder, d'autant plus que si tu me dis plutôt un gars orienté lutte, contrôle, ground and pound, ça peut m'intéresser contre Boris. Ouais. Écoutez, franchement, moi quand j'ai vu l'annonce, je fais moins 5000 à nouveau. Et puis je suis parti regarder, j'ai fait l'effort et non, ça va être vraiment pas mal, vraiment intéressant. C'est le genre de combat que j'attendais en tout cas pour continuer à faire monter Boris. Ouais, cool. C'est un bon test, c'est un vrai bon test. Alors je le vois toujours le favori. Si Johnny arrive, se met au sol, se crame, à essayer de mettre au sol, ça va être un combat relativement facile. Mais voilà, il va y avoir quand même pas mal d'éléments à mettre en place, se méfier de la boxe, parce que c'est un gars qui tape quand même relativement fort, ce Johnny. Donc ouais, ça me hype bien. Ok, et il n'y a pas encore les cotes sur unibet.fr. Parce que unibet.fr fait le PFL, et là il y a déjà 4 combats pour lesquels il y a des cotes, donc on doit encore attendre... c'est les combats de tournoi en fait. On doit encore attendre le main event et le co-main event. Et t'avais annoncé quoi, moins 500, où ça, tu as vu ce truc-là? J'ai vu sur un compte Twitter qui s'appelle fightodds.io, mais de temps en temps ils sont un peu à côté de la plaque aussi. Donc ça représente combien ça? Moins 500, 80-20, un truc comme ça? Ouais, oui, si, c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est quand même... Ouais. 78%, on lui donne... Ouais, je vois... Oui, s'il passe à côté de son combat, s'il se méfie pas trop, oui, ça peut être un combat un peu plus difficile que ce qu'il a pu avoir avant. Ouais. Donc, ouais. L'autre combat, Conor Hughes contre Gino Vancenis, qui t'intéresse? Ouais, ça m'intéresse bien. Sur le plan sportif, ça m'intéresse très très bien. Ouais. Donc Conor Hughes, c'est le Liverpool qui est, non, je confonds. C'est un anglais. C'est un anglais, mais... Style anglais, hein, vraiment. Ouais, fin technicien. Technicien. Oui, MMA Academy, Liverpool, t'as raison. Ah, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Je pensais avoir confondu parce que j'ai noté. Ah non, c'est Curtis Campbell c'est pour après qui est aussi de Liverpool, mais pour le Dynamite Contenders. Moi, j'aime beaucoup sa manière de combattre. J'aime beaucoup le style anglais de toute façon. Donc c'est très propre, ça bosse bien partout. C'est vraiment du pur MMA. C'est technique. Les gars sont endurants. Enfin, il y a pas grand chose à dire hein, sur le style anglais. Si vous aimez le style anglais, c'est le combattant à suivre hein, clairement. Ouais. Et il affronte Alors, je suis un peu étonné parce que sur Tapology et puis sur le combat, il a annoncé comme espagnol, mais je pensais que. C'est Hollandais. Ouais, ils sont tous les deux C'est deux hollandais, Hollandais. espagnols. Hein. C'est Costello, Van Stenis. Donc, je crois qu'ils sont. Ah, Ils, ah, ils s'entraînent en hispano-hollandais. Hollande. Ils s'entraînent en Hollande, mais je crois que genre le père est... Non, Non, la mère. la mère est espagnole. Ah, ok. Ouais, ça fait sens maintenant. Alors. Ouais, ouais. Ouais, moi, je les connaissais vraiment plus comme hollandais parce ils s'entraînent en Hollande et Ouais, Van ouais. Stenis, Van Stenis, c'est plus hollandais. J'ai envie de dire. ça fait pas très espagnol. Non, non, non. Et Gino Van Stenis, le combat qu'il a fait, son dernier combat contre j'ai oublié son nom, mais le gars qui était au Cage Warriors, Deki Makalinan. ouais, c'était vraiment une belle guerre, c'était solide, c'était très solide. Et Gino Van Stenis, c'est le petit frère du champion PFL qui a battu Johnny Eblen, Costello. voilà, Costello Van Stenis, qui est très très fort aussi. Ouais. Donc, ouais, ce combat-là, franchement, c'est le gros avantage des tournois, en tout cas pour les ceintures, hein, de ce système de tournoi, c'est qu'on a rapidement des combats très intéressants au plus haut niveau, quoi. Ouais, là, clairement, en termes de niveau européen, on est au top du top avec Conor Hughes Ouais. contre Gino Van Stenis. Seule défaite de Gino Van Stenis, ça mérite d'être dit. Hein. Donc, il est à 6-1. Sa seule défaite, c'est contre Hugo 2. Ah ouais, ouais. Ouais, non, son premier combat. Ouais. Et Pas puis, mal. Hein. au- au-delà de ça, même sur les adversaires, bon, à part Iram Rodriguez, ouais, il a affronté directement des gars bien, avec plus d'expérience que lui, quoi. Hein. Ouais. Mm, mm. Ouais, il prend pas de raccourci. Je pense que, en plus, la victoire de son frère pour le titre, ça a Alors dû le là, mettre en confiance aussi. Hein. ouais. Alors moi, je pense que Conor Hughes reste favori. Il est favori. Donc là, on a les codes de Paris. Conor Hughes est à 1,28 quand même. Donc on est sur du 70-30 si je dis pas de bêtises. Je suis pas très, enfin je retiens jamais les conversions, mais 1,28, Ouais. ouais, entre 70 et 75% qu'on donne à Conor Hughes. Alors ça va pas être. On est vraiment sur du pourcentage de victoire. Hein. Moi, je trouve que le niveau est un peu plus serré, pas représentatif de la différence de niveau entre les deux. Mhm. Et effectivement, je pense que le style anglais va être il aura un peu plus de chemin, Conor Hughes, pour l'emporter. Il a sa boxe qui est excellente, il a sa lutte. On a vu sur le dernier combat de Gino qu'il a été touché face à un combattant qui n'est pas non plus au niveau de Conor Hughes. Donc ouais, je le vois favori, clairement. Mhm. Le chemin de victoire à la limite de Gino, c'est un peu le même que Kazuba en finale de l'année passée. Conor Hughes contre Kazuba, c'était la finale l'année passée. Conor Hughes était techniquement bien au-dessus. Kazuba, il est allé au mental et au cardio et il a réussi à retourner la situation. Et ça fait un peu... Et c'était au 4e round. Hein. C'était au 4e round. Ici, c'est sur 3 rounds. Dinguerie, Donc, ouais, c'était une dinguerie. Et ça fait un peu reflet avec le combat de Costello Van Stenis, hein, qui était sur le point de perdre contre Johnny Eblen et qui, dans la dernière minute, c'est un étranglement arrière qui place. Ouais, étranglement arrière. Il est où d'ailleurs ce type-là, Kazuba, 15-0? Eh ben, tu sais quoi, je me posais la question il y a pas longtemps. Il a gagné 2 fois hein, les Europes, c'est ça? Il a gagné l'année passée et l'année d'avant. Il est dans le PFL, le tournoi mondial. Non, donc en effet, il a combattu sur une carte du tournoi international en août, mais le tournoi avait commencé en avril ou mai, je pense. Et donc il a juste fait un showcase fight. Donc je pense qu'il est dans le roster international. Okay. À mon avis, il devait peut-être être blessé sur le début d'année ou trop fatigué d'avoir gagné 2 fois le tournoi PFL Europe et il avait peut-être besoin de repos. Je pense d'ailleurs qu'il avait gagné le tournoi Europe et il voulait pas rentrer dans le tournoi mondial l'année d'après parce qu'il n'avait pas confiance en ses compétences. Et là, c'est peut-être de nouveau la même chose. Peut-être qu'il veut faire quelques showcase fights au niveau international pour se donner la confiance nécessaire pour rentrer dans le tournoi, parce que dans le tournoi, voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Moi, il y a Pachela contre Shizov que j'aime encore bien. Pachela, il avait fait un bon combat contre Patrick Abirora et depuis, Mhm. il est assez impressionnant. Il a battu Mark Ewen, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Donc voilà, c'est un nom que je suis. Et Shizov, on l'avait vu à Berlin quand on était allé Ouais, il me semble, hein, on l'a vu combattre, il est pas trop mal. Ouais, il avait perdu contre Daniele Scatizzi. Skatizi. Et contre Et Pacoidan lui Dux, aussi. là. Donc lui, il a mis Mark Ewen KO au premier round cette année. Ah, ouais. Écoute, moi, c'est ces deux combats. Alors, ouais, je suis pas trop fan des deux combattants. Par contre, c'est des mecs, je trouve, qui n'ont pas beaucoup de compétences Hmm. ou réellement d'intelligence de combat. Par contre, c'est des gars qui lâchent Ouais. rien. Euh, ouais, c'est vraiment des gars qui lâchent rien, qui sont là pour gagner, qui vont dépasser, j'ai l'impression, le niveau qu'ils devraient réellement avoir, Je tu vois vois. exactement Ou ce que tu veux dire, ouais. qui vont surpasser, Mhm. quoi. Shizov, moi, j'avais pas trouvé techniquement très très bon, et pour autant, il avance. Claudio Pachela, moi, je l'ai vu à l'entraînement en combat, je trouve que franchement, c'est très limité, tu vois, mais clairement, une fois en combat, il dépasse complètement ses limites et ce à quoi on peut s'attendre. Donc, je peux comprendre ton intérêt. Moi, sur le plan technique, c'est un peu moins les choses qui Ok, m'intéressent. ouais, ouais, c'est plus sur le côté engagé du combat, enfin que Ouais, ouais, j'estime ouais. qu'il devrait être engagé. Alors moi, mon dernier intérêt, c'est Nicolas Di Franco, qu'on connaît très bien. Non, Sébastien Di Franco, pardon. Mhm, Sébastien Di Franco, qu'on connaît très bien. Contre Mark Ewan, comme j'ai dit, j'avais beaucoup d'estime pour lui quand il a combattu à l'arrêt. J'étais là chez où Fernand, il a fait une très très belle découverte. Mais par contre, mhm. voilà, je suis assez intrigué. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il perde contre Pachela. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il perde contre Shizov. Donc il y a quelque chose, parce que lui c'est l'inverse. Tu parlais des compétences, Pachela et Shizov, les compétences t'impressionnent pas, mais il y a quelque chose en plus qui font qu'ils performent très bien dans la cage. Ouais, Mark Ewen, c'est tout l'inverse. J'ai l'impression qu'en termes de compétences, il a vraiment le niveau UFC. Mais le fait qu'il ait ouais. ces deux défaites sur son palmarès, ça peut être inquiétant. Est-ce que c'est une question de confiance, de lucidité, je sais pas. Mais voilà, en compétences pures, il est très solide. Bah écoute, oui, j'ai eu la discussion il y a pas longtemps sur ce qu'il y a attendu dans une cage. Il y a effectivement le bagage technique et puis il y a l'envie de faire mal, l'envie de gagner le combat, l'envie d'arracher des têtes, Ouais. tu vois. Et effectivement, des fois, certains combattants s'emprisonnent dans la technique et on oublie que bah, c'est un combat, quoi. Ouais, ouais. Et ça, faut vraiment pas l'oublier. Ça reste un combat, c'est pas une démonstration technique. Il faut éteindre l'adversaire et, et je trouve ça bien aussi que bah, de temps en temps, des combattants qui en veulent plus l'emportent, tu Mhm. vois, malgré le déficit On en technique. avait parlé il n'y a pas si longtemps du fait que tu as plein de manières de gagner un combat. De temps en temps, tu vas gagner juste parce Ouais. que tu es meilleur techniquement. De temps en temps, tu vas gagner en étant moins bon techniquement parce que tu as plus de cardio, plus de volonté, Mm. parce que tu as mieux préparé le game plan. Ça peut être plein de choses et c'est ça qui fait la beauté du MMA, c'est que tu n'as pas une règle précise. Genre, si je suis meilleur techniquement, je Mm. gagne. Ou la question classique qu'on nous demande pour ceux qui n'y connaissent rien, est-ce que les plus grands ont un avantage? Non, c'est très rarement le facteur décidant d'une victoire ou d'une défaite. Donc Mm, voilà, mm, ici clairement, on a le même exemple sur la même carte. On a des gars qui, en termes de compétences, n'impressionnent personne, mais ils ont le petit truc en plus sur le mental ou le cardio ou la volonté de gagner un combat qui les amène à un bon palmarès et en mm. demi-finale dans tournoi. Et de l'autre côté, tu as un gars qui, à mon avis, s'il fait un sparring contre quelqu'un du top 20 UFC, il tient tête en sparring. Mais si ça doit être rentré dans Mm. la cage, il y a un gap parce qu'il lui manque ces éléments-là. Ouais. Et puis alors moi je vais faire un dernier point et je vais faire la transition avec ce que tu disais sur le. Parfois c'est le cardio qui suffit. Moi le combattant qui va m'intéresser c'est le combattant d'Aldric, c'est Baris Adigouzel. Alors clairement le matchmaking change, c'est Julien Lopez qui remplace et franchement respect à lui de prendre ce combat-là aussi tardivement et de sauter dedans. Baris Adigouzel, je vous invite vraiment à aller regarder un peu ses combats. Il avait fait forte impression. Alors il a une défaite, son premier combat au Cage Warriors, et on va dire que techniquement, il était, je pense, bien meilleur que son adversaire, mais par contre, le cardio a pêché au deuxième, et il perd bah, voilà, sur un combat vraiment pour une question plutôt de cardio. Il a eu une progression, parce que là je parlais de ses compétences, mais en striking, c'est devenu moi je trouve un excellent striker. Il a ses trois dernières victoires par KO au corps, Ouais, si je dis pas de genou au corps. bêtises. Attends, j'allais vérifier Non, il est ça. genoux, crochet,
Ah oui, il y a eu une fois crochet. Je pense qu'il y a 2 genoux et un crochet. C'est possible? Attends. Attends, où est-ce qu'il est maintenant? Je l'ai perdu. Ah là, Baris Adiguzel. Qu'on prononce pas du tout comme ça. Là, on est en train de le lire, mais je crois que j'avais une fois reçu un message de quelqu'un qui dit, je sais plus de quelle origine il est, mais ça se prononce pas du tout. Baris Adiguzel, c'est genre, enfin, peu importe. J'ai pas m'aventurer là-dedans. Euh, Mhm. ah oui, c'est ça. Non, c'est 3 différents quoi. Genou au corps dans son dernier, après 1 minute 6. Uppercut au corps, après Uppercut 1 au minute corps. Ah 40. ouais. Et middle kick au corps, au Middle foie, kick au en corps. 13 secondes. Alors, vous voulez connaître la particularité de ces trois KO, c'est qu'on était en, Garde en ouverte. garde ouverte, garde miroir, donc Baris qui est gaucher. Et forcément, bah, ça ouvre pas mal pour les frappes arrière du côté avec le côté gauche, quoi. Mhm. Et sa seule défaite, bah, c'est face à un gaucher. Donc il y avait moins d'ouverture Ah, sur ce intéressant. fameux foie. Intéressant. Alors je pense pas que ce soit la garde fermée qui a, enfin quoique après, j'ai déjà dit il y a quelques semaines, les gardes gauchers, enfin un gaucher face à un gaucher, des fois c'est un peu plus compliqué Mhm. Ils ont moins l'habitude. parce qu'ils ne Ouais. sont pas habitués. Et en tout cas, bah, sur sa seule défaite, c'était face à un gaucher. Je pense personnellement que c'est surtout le cardio qui a pêché, mais parfois c'est lié, quoi. Tu trouves pas d'ouverture, tu te crames, t'es moins habitué, et puis voilà. Donc moi, ça va être le combattant peut-être qui va m'intéresser le plus à suivre. Voilà, il est pour rien hein, de Ah ce non. changement d'adversaire. Et d'ailleurs, bah, il y a quand même beaucoup de respect aussi à poser sur le fait que Baris est remplacé pour entrer dans le tournoi face Gustavo Oliveira, ouais. à Gustavo Oliveira, qui est assez effrayant quand même, le Gustavo Oliveira. Tu vois. Ah, c'est pour ça. Faut l'avouer. Franchement, je sais pas comment le PFL pourrait faire, mais j'espère que, parce que ça m'intéressait vraiment, cette opposition. Adi Güzel contre Oliveira, c'était vraiment un combat qui Ah, m'intéressait bon. énormément. Donc voilà, On verra, il y aura peut-être un remplacement. En tout cas, moi, pour la c'est finale. les deux noms francophones qui m'intéressent, hein, Boris Mbarga, Baris Adigouzel. Je suis d'accord que le match making, bah, qu'on aurait voulu un peu plus d'adversité. Mais au-delà de ça, on va rester bah, sur un suivi de combattants dans leur carrière, sur ces combats-là. Et je pense que ça vaut le coup de regarder ça. Ok, donc toi très intéressé par Boris et Baris. On passe au Dana White Contender Ouais. Series. On voulait faire un tout petit détour par là. On fait combat par combat. Tu voulais en discuter. T'as des noms que t'as retenus. Moi, voilà, j'ai pris des notes un peu pour l'aspect stratégie autour du Dana White Contender Series. Donc on a en main event de l'événement, on avait Mantas Kondratavicius. Peut-être que certains Mhm. reconnaissent le nom parce que le gars est à 8 victoires, Ah, une défaite et sa seule défaite c'est contre Virgil Hogan. Donc on peut avoir ce petit débat, tu vois, de Virgil Hogan qui bat Mantas, qui est sur une série de victoires depuis. Il n'y a pas de revers du côté de Virgil, mais Mantas signe à l'UFC avant lui, mhm. notamment parce que les 8 victoires de Mantas sont toutes avant la limite. Il a 100% de finish. Et donc Clairement, clairement. c'est encore une fois une preuve que c'est un boost de carrière pour aller vers l'UFC, de finaliser ses combats. Écoute, ouais, je pense que Dana White Contenders, il va falloir qu'on se penche dessus, hein, même si c'est une organisation ouais, qui nous plaît pas forcément sur le fond. Enfin, d'un côté, c'est plaisant parce que c'est plein de prospects qui ont été sélectionnés pour s'affronter. Par contre, voilà, les conditions financières de démarrage, tous ces trucs-là, ça pique un peu quand même, Ouais, tu en vois. fait, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'aime beaucoup le Et format, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup les combats que ça nous livre parce que clairement, tu sais que tu performes et tu vas signer. Et on va en parler. ouais. Il y a eu un combat à la split, les deux ont été signés. Donc, tu sais que même avec une défaite, tu as toujours une opportunité de. Et il y a Hmm. beaucoup de combattants qui ont pas signé via le Dana White Contender Series, mais après, ils sont dans les petits papiers pour les short notice. Donc, c'est vraiment une opportunité de te présenter à Dana White. Et pour nous, Ouais. les fans, ça nous donne de beaux combats. Mais effectivement, l'envers du décor, c'est peu importe qui tu es, tu vas signer avec les pires conditions au UFC. Écoute, alors c'est vraiment une entrée genre ok tu veux combattre chez moi, montre que tu veux combat quasi gratos pour moi, tu vois, c'est un peu ça, tu vois. Et peu importe qui tu es, il y aura pas de négociation, c'est des clopinettes, tu seras taxé, tu auras payé ton coach, ton manager, mais voilà, si tu veux vraiment, tu viens et tu te tapes, tu vois. Mhm. Donc voilà, pourquoi pas Bah, parce qu'il y en a qui y vont, comme hein, on l'a il dit la faut fois passée, hein, à l'UFC, tu vas pas spécialement pour l'argent, tu vas aussi pour ce que ça représente. Et donc, tu es ouais prêt voilà. à faire des sacrifices financiers pour pouvoir rentrer à l'UFC.
Exactement. Alors, en tant que fan, moi, je trouve que c'est pas mal sur l'aspect découverte de nouveaux Mhm. combattants. Faut l'avouer, Dana White Contender, c'est assez jeune, mais pour autant, ça a dévoilé des gars maintenant qui sont dans le top, qui font des gros main events avec des victoires impressionnantes, malgré la défaite. Non, il avait gagné. Non, il avait perdu. Hein. Attends. Diego Lopez? Ouais. Hmm. Ouais, il Quand il avait a... perdu au Dana White, je pense. Ah, tu me fais hésiter maintenant. Après, voilà, Kevin Valeros, il a perdu contre Jean Silva. Maintenant, les deux sont à l'UFC. Oui, il a perdu. Bah oui. Non, c'est contre qui C'était c'était? contre. Euh, Contre Brito, John Anderson Ah oui, Brito. c'est ça. Mais c'est ça qui est dingue, quoi. C'est-à-dire que Tu peux perdre au Dana White il le. Contender Series et puis être un contender, un challenger au titre. Attends, non, Diego Lopez. Ouais. Ouais. Ah non, il était en last minute, c'est pas lui. Si, ah bah si, Si, t'as mais si, raison. parce que Ouais, tu vois, il avait après, fait. quand je dis, tu peux perdre au Dana White Contender Series, mais après, t'es dans les petits papiers pour faire un short notice, et là, son short notice, c'était contre Mozart et Vloev. Donc on a eu Et t'as beaucoup de cas un comme main ça, hein. event de folie Ouais. entre Lopez et Silva, avec deux gars qui ont été sélectionnés au Dana White Contender, Oui. Ouais, tout à fait. si je dis pas de Tout à fait. bêtises. Et donc voilà, donc je pense qu'à un moment il faut se concentrer là-dessus. On a les futurs talents, on a les futurs champions, on a les futurs noms qui vont écrire l'histoire de l'UFC, qui vont venir des Dana White Contenders, sans construction de carrière entre guillemets pré-UFC. Mhm. Et donc voilà, c'est pour ça que moi je voulais un peu me pencher là-dessus. Et alors, c'est plutôt des noms hein, qui m'intéressent Ok. et que j'ai sélectionnés. Hein. Ouais, vas-y. Ouais, Toi, je t'avais, l'ai juste, parce que maintenant que vas-y. t'en parles, du Dana White Contender Series, on a eu deux champions, Sean O'Malley et Jamal Hill. Ouais. Et Ah ouais. ici, je suis sur le site de l'UFC qui met les plus gros noms qui ont été signés. Donc, tu as Macy Barber qui vient de là aussi, Jailton Almeida qui a été découvert par là, Brendan Allen qui a été découvert par là. Et je crois que, ouais, à mon Et avis, l'article, il remonte trop, mais il y a probablement d'autres. Tu viens de on dire peut, Diego bah, Lopez qui a été on découvert peut comme se ça, ouais. rappeler, Pas signé par là, ouais, ouais. on peut se rappeler de l'ancêtre de l'ancêtre, pas réellement ancêtre vieux, tu vois, mais de Dana White Contenders, qui était Looking for a Fight. Oui, Je sais pas oui, si tu te oui, rappelles, j'aimais où beaucoup, Dana ouais. White allait sur des événements pour repérer, et il était allé regarder un combattant, et c'était son adversaire à 6-2, un certain Merab Dvalishvili, qui gagnait par coup de poing retourné, et qui est maintenant champion, tu vois. Ah, ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc on a eu, enfin voilà, les tremplins de l'UFC, ça a été The Ultimate Fighter qui a relancé complètement l'UFC à un moment où c'était compliqué. Puis on a eu des Looking for a Fight avec des champions comme Merab. Maintenant on est sur les Dana White Contenders et il n'y a aucune raison, la preuve avec le dernier main event, que ça change. C'est-à-dire qu'on va avoir les futurs champions qui vont passer par là parce que l'aspect financier, l'aspect sportif est largement au-dessus de l'aspect financier. Et donc Ah, voilà. Jack Della Maddalena aussi, il a été découvert Ah, par purée, et c'était contre incroyable. Ange Louisa qui a été signé Ouais, par la suite. C'est un truc de fou. Ouais, donc vraiment t'as ouais. une belle liste, hein. Clairement. Donc, les noms, moi, qui m'intéressent, tu veux que je te les Vas-y, donne? vas-y. Ou tu veux? Alors, le premier nom qui m'a un petit peu sauté aux yeux, c'est Louis Jourdain. Et Louis Jourdain, ça m'a sauté aux yeux, le, le, Le petit le, frère de Charles, mais par contre le petit frère de c'est sur Charles. une autre semaine, ça, non? Mais toi, t'es sur laquelle? Moi, je suis sur celle qui arrive, non? Ah, celle qui arrive. Toi, tu parles duquel? Ok. Du précédent, moi. Ah ouais, moi, je parle du futur, moi. Toi, Ok, tu parles de la oui, semaine oui, dernière. d'accord, d'accord, d'accord. Non, ouais, moi j'avais fait une analyse du passé en fait, de ceux qui ont été signés Ah sur le non. dernier. Enfin voilà. Ok, tu parles du prochain. Oui, Louise Jourdain. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, moi, je parle de celui qui arrive, là, le 30. D'accord. On a de nouveau eu Euh... un souci de communication. c'est pas Deux en grave. 2 semaines. Mais c'est pas grave. Mais tu vas voir, tu Parle vas de ce que voir. t'as Franchement, préparé. ça vaut Ouais. le coup de Ok. regarder ce qui arrive. Le dernier, j'ai pas eu de nom qui m'a trop Mais moi c'est pas les noms, c'est sauté aux plus yeux. voilà en gros. Je vais juste prendre des exemples, tu vois. Javier Mendes, il a été signé alors qu'il était à 2-2 au LFA. T'as Raphaël Tobias qui signe alors qu'il était à 0-1 au LFA et il a battu un mec qui Ah était à ouais. 6-0 sur un palmarès tout à fait construit. Et donc, je trouve que le Dana White Contender Series, ça peut être aussi une opportunité à des gens qui savent pas signer par la grande porte. Tu vois, quand t'es à 0-2, Ouais. 0-1 au LFA ou que t'es à 2-2 au LFA,
t'es pas en lice pour l'UFC. Mais si tu acceptes de combattre au Dana White Contender Series, c'est ton opportunité de pouvoir te montrer à l'UFC. Pareil pour le mec qui était à 6-0, complètement construit, contre que des palmarès à 0-0 ou négatif ou égalité. Enfin, le palmarès combiné était à égalité. Bah, t'es à une victoire de signer à l'UFC, alors que honnêtement, bah, tu regardes ton palmarès. Voilà. Et donc c'est ma petite conclusion que je voulais faire. Mais donc revenons sur. Mais ça va rebondir sur Louis Jourdain. Ce que tu viens de dire, c'est que Louis Jourdain, donc il est à 8-3. Il a pas combattu pendant 2 ans. Son avant-dernier combat, c'était contre Diego Silva en 2023. Il gagne et il ne combat pas avant mai 2025. Et il gagne à nouveau par KO-TKO. Rien de très grandiloquent. Hein. Il se fait mettre au sol, il réussit à renverser, il obtient la monte et KO-TKO contre un gars qui s'appelle Danilo Adriani. C'était en mai. Et grâce à ça, alors qu'il a combien de combats? Attends, 2022. Il a 8-3 là au total. Non, mais sur 8-3, j'entends bien, mais ah oui, un combat sur avant ces 5 dernières années, par exemple. Un combat en 2023, un en 2022, un en 2021, 3 ans pour revenir avant ça. C'était 2018 avant. T'imagines? Donc, t'as pas besoin d'être actif ni quoi que ce soit pour avoir une chance de signer à l'UFC. Donc, il gagne au round 2 sur un combat. Franchement, moi, j'ai pas été impressionné. J'ai vu le palmarès, j'ai dit, tiens, je vais regarder où est-ce qu'il en est. Rien d'impressionnant. Et il signe au Dana White Contenders contre Manio Diaz, qu'on peut souligner. C'est un gars de chez Fighting Nerds. Donc, je le pense qu'il va être en plus assez confiant vu les derniers résultats des Fighting Nerds. Mais voilà. Donc, Louis Jourdain, c'était pour vous montrer aussi qu'il est possible de signer là-bas, en combattant une fois par an quasiment, sans combattre pendant 2 ans, et juste en prenant une victoire contre un mec qui a un bon palmarès, mais pas non plus un truc incroyable. Et voilà, il a une victoire de signer. Alors, 2 choses par rapport à Louis Jourdain. Je viens de tilter, mais tu l'avais eu en proposition. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais, il y a super longtemps, quand on a signé Grit au TKO, il voulait te signer toi aussi au TKO, et c'était lui la proposition. Et deuxième chose, pour ceux qui ont l'UFC Fight Pass, je vous dis rien, allez juste voir Louis Jourdain contre Tony Laramie. Allez voir ce combat. Ah oui. Allez le voir. Tony Laramie qui est au Rising maintenant. Qui est au Rising et dont le frère est passé aussi à l'UFC. TJ Laramie qui est passé à l'UFC. Donc la belle époque du TKO où on allait au Canada pour Grit, bah on a eu quand même quelques jolis noms qui ont été découverts par la suite. Ok, donc en dehors de Louis Jourdain, je crois t'avoir entendu parler de Curtis Campbell, qui t'intéresse aussi, c'est ça? Curtis Campbell. Alors avant la mode des lunettes, il était là. C'est un mec, enfin voilà, qui a des culs de bouteille à la place des lunettes, tu vois. Et il les met parce que je pense qu'il voit même pas si c'est son coach ou l'arbitre, une fois qu'on lui lève la main. Il est à 7-0. On parlait de Liverpool, bah, il vient de là-bas. Donc forcément, le niveau est très, 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 très bon. Et c'est champion d'une organisation anglaise, FCC, je crois. Un truc comme ça, Full Contact Contender. Voilà, donc ça c'est un nom qui m'intéresse bien, que je suivais moi, ou que je suis peut-être toujours, je sais plus, mais sur Instagram, et notamment à cause de ses grosses lunettes, c'était une des raisons pourquoi je l'avais suivi. C'est le frère de Brad Katona, quoi. Non, Brad il a pas des lunettes aussi épaisses. Non. Et Brad c'était plus le côté Superman quand il mettait ses lunettes. Ok. Je pense pas qu'il soit. Il est surnommé The Pink Panther. Ah oui, il est toujours avec des trucs en rose, des shorts en rose. Ah, sérieux? Ok, la panthère rose. Ouais, donc c'est... Enfin, oui, peu importe. Ouais, c'est un personnage. C'est un personnage et j'ai un intérêt dessus, donc je vais regarder son combat, clairement. Moi, j'aime bien le surnom parce que j'aime beaucoup les Pink Panther à l'époque de... comment il s'appelle? Peter Sellers. Voilà, pour faire une référence film. On n'en fait jamais dans notre podcast. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cubanza. J'ai commenté un de ses combats. Ouais. Tu l'as aussi sur la liste? Ouais. J'avais commenté un de ses combats au Brave et j'avais été vraiment impressionné. Vraiment impressionné. Ok, ouais, là tu m'as chauffé pour le Contender Series qui arrive. Ouais, alors j'ai noté aussi Eliezer Cubanza. Alors, combien de victoires au Brave? Je crois que j'ai noté 4 victoires d'affilée au Brave. 4-0 au Brave. Il a 7-0. 7-0. Donc moi j'ai pas pris le temps d'aller regarder par contre ses combats, mais voilà, dans une catégorie
très intéressante, hein, les 170. Je suis en train de... Ah, mais c'est son dernier combat que j'ai commenté en plus, en décembre, c'est ça. Ouais. Ah, il m'avait Ouais. bien. Ouais. J'avais fait un Donc tweet sur voilà, lui, je 70. pense, en plus. Si je dis pas de bêtises. Ah Ouais, ouais? je crois que j'avais tweeté en disant c'est un nom à Mhm. retenir. Donc c'est bien que tu le cites aussi. On est aligné là-dessus. Donc voilà. Et il nous vient d'où? Afrique du Sud, c'est Non, ça? non. Soma. République du Congo. Ouais, mais Soma Fight Club, c'est Ah, République où du est-ce qu'il Congo s'entraîne, aussi. tu veux dire? Ouais. Alors, il s'entraîne Soma Fight Club, ce serait en Somalie ou rien à Ah voir? non, je sais pas du tout. C'est. Bali. Ah, c'est à Ah, Bali. Bali. Ah, Ok, ok, ok. rien à voir. Ah, en même Ok, temps, Amin donc. Ayoub est référencé. Attends, il y a Amin Ayoub qui est référencé dans cette équipe-là aussi. Ah bah, il va peut-être. Voilà. Ouais. Et puis alors, le quatrième nom que j'ai noté, c'est Rachid Vagabov. Ok, ça, je connais pas du tout. En, en 57 kilos. Et alors, lui, c'est 4 victoires à l'UAE, je crois. Mhm. Euh, oui, c'est ça. Un, 2, 3. Et quatre victoires à l'UAE. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et- Donc, sa dernière victoire contre Denis Arrojo. Ah, ok, ouais. Donc, J'ai retrouvé mon tweet sur Kupanza, ça date du 12 décembre 2023. Donc c'est son ah cinquième oui. combat. J'ai dit Eliezer Kubanza, damn, un autre nom à suivre de près, 5-0, 5 finish, 4 au premier round, puissant, actif, offensivement, très bon. Mm. Eh ben, écoute, comme quoi, tu vois. Ouais, Donc, et alors, dans la sélection, il y avait, bon, vous avez, je me suis arrêté à 4, donc j'ai pas fait mon top 5, forcément. Mais ce que je voulais souligner aussi, c'est que il y a vraiment, il y a pas de chemin entre guillemets pour aller au Dana White Contenders. Le seul chemin entre guillemets, ça va être de dire, oh, il y a du potentiel. ouais, Donc on a un Louis Jourdain. Bon, alors il a le nom de son frère, bien évidemment. Je pense que Charles, il est quand même bien apprécié par l'UFC. Peut-être qu'il a des bons comportements professionnels je pense. enfin voilà, tu vois, il est généreux, il travaille bien. Donc je pense que ça a aidé. Mais le mec n'a qu'une seule victoire. Il n'a pas combattu depuis 2 ans et il signe. Alors peut-être qu'on a un très, très bon contenders en face, hein, tu vois. Donc il y a du potentiel. Ils se disent, ok, let's go, on le signe. Pas besoin d'être champion d'une grosse organisation. Pas besoin d'avoir affronté MMA ranking, je sais pas quoi, un Fight top Matrix, ouais, 150, ouais. top machin, Fight Matrix et tout. Non, non, il signe. Curtis Campbell, organisation régionale, champion du FCC. Donc c'est une petite organisation régionale anglaise. Il signe. Rachid Vagabov, donc lui il passe par l'UAE, qui est, on va dire, légèrement en dessous sur la technique, sur le plan niveau que le Moi, Brave. c'est ce que j'allais dire. Ouais. En tout cas, voilà ce qui en ressort. Est-ce que c'est la vérité? Peut-être pas. Mais voilà, 4-0 à l'UAE, il signe. Eliezer Kubanza, 4-0 Brave, il signe. Et Pas de ceinture. pas de ceinture. Pour les deux, hein, je crois. Pas de ceinture. Donc, c'est même pas les champions de l'organisation, quoi. Mhm. Et donc, ça, c'est vraiment une grande particularité, j'ai trouvé sur cette carte, en plus des combattants qui m'intéressaient, c'est que Dana White Contenders, euh, il casse complètement toutes les croyances que l'on peut avoir sur la manière de rentrer à l'UFC. Il donne vraiment le truc aux combattants et aux matchmakers. Non, non, arrêtez de courir derrière le numéro 100, le machin, truc. T'as du potentiel, tu gagnes, tu te présentes, tu viens boxer pour 1000 balles, et si ça passe, ça passe. Si ça casse, bah, tu recommences, et pourquoi pas on te signera sur un autre combat si tu fais des victoires parce que tu as déjà fait tout ce qu'il faut sur le plan administratif, Ouais, et tu en vois, plus, quand tu parles ou sur un de last minute. potentiel, je pense que l'UFC, il regarde même pas potentiel futur challenger, c'est juste potentiel gars qui va prendre des bonus. Parce que quand tu regardes, t'as Ouais, vraiment des peut-être. gars où tu dis, bah, comme je disais, là, le mec qui est à 6-0, qui a construit son palmarès, bah, il a été signé, mais c'est parce que ces 6 victoires, même si c'est contre des no c'est sur des combats très engagés. On avait Alain Nider, hein, qui avait signé pour le Dana White Contender Series aussi et qui a pas pu y aller pour des raisons de visa. Là aussi, Oui. Alain, on l'aime bien tous les deux, je le trouve très Ah, le bon, LFL. mais au moment où il a signé, il avait construit son palmarès, quoi. Donc, Ah oui, c'était clairement ça, hein. C'était quasi, il combattait pour c'était vraiment pour avoir un verre, quoi, ouais. tu vois. C'était pas du tout pour l'argent, mais voilà. Après, je pense que l'UFC, quand ils font leur recherche de futurs talents, ils ne s'arrêtent pas à l'adversité, ils regardent le potentiel. Mhm. Et voilà, faut pas non plus être né
Enfin, si tu as un tout petit peu d'expérience dans les sports de combat, tu es capable, même face à un débutant, de voir quelqu'un qui a du potentiel. De fait. Dans ses déplacements, dans sa manière de boxer, dans sa manière de lutter, tu es capable de dire, tiens, lui, il a quelque chose. Donc voilà. Donc la carte, elle m'a intéressé pour ça. J'espère qu'elle vous a hypé. Et si elle ne vous a pas hypé, dans tous les cas, j'espère que ça fait réfléchir un petit peu sur la dynamique Dana White Contenders qui est vraiment en train de prendre et puis sur les dynamiques de carrière, hein, parce qu'on parlait juste avant de suivre les carrières au PFL Europe de Boris Mbargad, Baris Adigouzel. Je pense que c'est des gars aussi potentiellement qui pourraient passer par le Dana White Contenders à un moment donné. On en a régulièrement qui passent, mais il n'y aura pas que l'adversité, que où est-ce qu'il est classé, que ça a changé. Être champion de telle organisation pour pouvoir à un moment donné signer, rentrer et puis faire des ronds un petit peu plus tard. Clairement, ça a changé. Il y a 7-8 ans, quand tu regardais, ok, je veux aller à l'UFC, c'est ok, je vais me challenger. Je vais prendre la ceinture Cage Warrior, je vais me challenger. En Europe, c'était ça. Et maintenant, il y a d'autres manières d'y arriver, mais effectivement, l'UFC en profite un peu. C'est un peu ta candidature spontanée dans une entreprise et le boss en profite. Ouais, viens bosser, mais par contre, c'est toi qui as demandé, donc t'as pas de levée de négociation, quoi. Bah écoute, si tout le monde veut bosser pour toi, pourquoi tu vas les payer plus cher que... C'est pas Ford ici, hein, voilà, tu veux bosser chez moi pour 5 € de l'heure, ok, ça va, pourquoi tu vas le payer 20 €, tu vois. C'est que tu as des conditions ouais, t'as une valeur ajoutée supplémentaire ailleurs, tout simplement. Bon, on a bien traité les deux sujets. Brian, merci. Amis, merci. À très vite. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire: rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.